Vous allez essayer de reproduire cette épée autant que vous pouvez durant les moments où vous êtes libre. Donc, nous avons dit la fois dernière que lorsque vous réalisez vos fonctions, vous pouvez tester ces différentes fonctions manuellement, mais également écrire des tests qui permettent d'automatiser vos tests. Et nous avons dit pourquoi c'était important d'écrire ces tests-là. Et la fois dernière, nous avons présenté qu'il y avait un ensemble de fonctions, les fonctions d'assertion, dans les fonctions assert, qui sont disponibles dans la bibliothèque org.junit.jupyter, .api.assertion. Si vous partez dans cette classe-là, vous allez trouver toutes les méthodes qui vous permettent de vérifier l'égalité entre deux valeurs avec assets equal. Et puis, vous avez la possibilité de vérifier si une valeur est vraie, avec asset true et asset false. Donc, nous avons écrit trois fonctions qui permettaient de vérifier le résultat de nos fonctions. Et puis, nous avons exécuté ce test en allant sur JUnit. Hein? OK, je vais enregistrer puis exécuter. Lorsque vous voyez que tout est au vert, ça veut dire que votre fonction a passé les tests. Et s'il y a une erreur, il va souligner qu'il y a une erreur. Pourquoi est-ce que ma machine va... OK, c'est en train d'exécuter là. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques autres commandes qu'on peut utiliser avec JUnit. En fait, la deuxième commande, nous avons vu de la test, en fait, les annotations plutôt, nous avons vu de la test qui doit figurer dans l'entête de tous vos tests. En plus de cela, nous allons ajouter l'annotation display name. Normalement, quand vous écrivez vos tests et que vous laissez les noms comme test approximation de pi, c'est vrai qu'en lisant ce nom, la personne peut automatiquement savoir que vous voulez qu'il s'agit du test approximation de pi, test calcul factoriel, ainsi de suite. Mais dans les grands logiciels, parfois, il est difficile de retenir tous ces noms-là. Alors, il est de coutume de préciser en quelque sorte une petite description de votre fonction. Ça fait qu'au lieu qu'il affiche test des sommes d'entiers, parce que les noms des fonctions peuvent être légèrement différents et bizarres, vous pouvez utiliser display name afin de changer en quelque sorte le message qui va s'afficher lors du test de la fonction test approximation pi. Donc, dans display name, je peux dire, par exemple, texte approximation, approximation de pi, tout simplement. Ici, dans calculer factoriel, je vais mettre display name. Et là, je vais dire factoriel d'un nom. Si le test a échoué, il va me dire le test a échoué à cause du factoriel de ce nombre-là. Et puis, si je veux mettre display name, et puis somme des entiers. Lorsque j'enregistre et je demande de réexécuter le test, vous allez voir que ça ne sera plus les noms des fonctions qui seront
qui vont s'afficher lors de l'exécution, mais plutôt on aura pu affaire à des noms de fonctions, mais plutôt au descriptif qui a été donné au-dessus de chaque fonction. OK. Donc là, c'est en train de s'exécuter. Et ça, pourquoi est-ce que ma machine est en train de ramener aujourd'hui? OK, comme vous l'avez constaté, au lieu d'afficher les noms des fonctions ici, ces noms de fonctions ont été remplacés par somme des entiers. OK, somme des entiers. Là, l'exécution est en vert. Et nous avons dit qu'il est possible d'ajouter un troisième argument qui est en fait le message à afficher lorsqu'il y a une erreur. Par exemple, si votre test a échoué, vous pouvez afficher un message d'erreur ici. Dans la plupart des sociétés qui font dans le développement, le display name est en quelque sorte, ça fait partie des exigences lorsque vous écrivez les tests. Également, le message d'erreur qui doit s'afficher lorsqu'il y a un problème. Parce que le message d'erreur qui est renvoyé par votre JUnit peut ne pas être explicite. Alors, il est conseillé de toujours mettre un message d'erreur qui est beaucoup plus explicite. OK. Je veux voir le message d'erreur là afin de donner un exemple. OK, somme des entiers. Et puis, vous allez voir ici, OK, le message d'erreur dit expected 15 but was 14. OK, on peut mettre un message d'erreur là pour dire somme des entiers. Peut-être vous pouvez afficher un message là. Doit sommer des entiers jusqu'à n, par exemple. OK. OK, là, vous allez mettre vidéo, simplement. OK, donc ici, vous voyez que le message d'erreur que vous avez précisé sera inclus en fait dans la trace, la sortie d'erreur. Le plus souvent, lorsqu'on veut compiler, on ne compile pas forcément sur Eclipse. Il y a des utilitaires qui peuvent être utilisés pour compiler à l'aide de l'invite de commande. Un de ces utilitaires, ça peut être le nom, je crois, c'est un instant, je vérifie le nom là. Sourfire, OK. Donc, si vous voulez faire des tests à partir de l'invite de commande, vous pouvez utiliser Sourfire. Je crois que si vous tapez en ligne, il va vous préciser
quelle est la Maven. Je crois qu'il va vous donner le code Maven qu'il faut ajouter, ainsi que la commande que vous pouvez taper à partir de l'invite de commande pour exécuter ces mêmes tests qu'on exécute directement sur Eclipse. Parce que dans la réalité, c'est que votre test d'intégration ne va pas se passer forcément sur Eclipse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va être là pour cliquer sur Eclipse. Votre test doit faire partie, par exemple, d'un build. C'est-à-dire que ça fait partie d'un processus où on lance l'exécution, ça fait la compilation. Ça vérifie toutes les méthodes, ça fait la compilation et puis ça crée l'exécution. Donc, toutes ces étapes-là sont en fait réalisées en chaîne. Donc, une personne ne sera pas là pour cliquer sur compiler, pour cliquer sur exécuter les tests. Donc, cela doit se faire à partir soit à partir d'un utilitaire, soit à partir d'un fichier .sh, c'est-à-dire que les fichiers qu'on appelle sur Linux, et puis vous validez les différentes étapes de la validation de votre logiciel s'enchaînent. Et puis vous pouvez laisser ça tourner pendant des heures, venir trouver les différents messages d'erreur. Donc, dans la réalité, on ne va pas tout le temps cliquer sur Eclipse. C'est vrai que l'environnement Eclipse peut être utilisé pour le développement, mais plus tard, tout ce code-là devra faire partie d'un build général où vous pouvez juste faire appel à partir de l'invite de commande et puis tout le processus se déclenche. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce test-là. Il y a d'autres tests. Par exemple, supposons que vous voulez exécuter le test de ce factoriel-là plusieurs fois, parce que faire un seul test, c'est pas intéressant. Vous pouvez décider de faire plusieurs tests dans la même fonction. Je veux l'exécuter, par exemple, plusieurs fois. Pour répéter votre fonction plusieurs fois, la notation que vous allez utiliser sera repeated, okay? Repeated test. Okay? Dans repeated test, vous allez préciser combien de fois est-ce que vous souhaitez répéter, le nombre de fois que vous souhaitez répéter votre test. Par exemple, je vais dire 3. Quand je dis 3, ça veut dire que ce test-là va se répéter 3 fois. N'est-ce pas? Le test calculé factoriel va se répéter 3 fois. Si on revient sur JUnit, et puis on résout ce problème d'erreur-là, par exemple, et on dit exécute-moi cela, vous allez voir que le test factoriel va s'exécuter, par exemple, 3 fois. OK, un instant là. OK, donc en déroulant, vous allez voir en tout votre factoriel s'est exécuté 3 fois. Donc, première exécution, deuxième exécution et puis troisième exécution. Donc, vous avez différentes exécutions. Maintenant, lorsque j'ai plusieurs exécutions, dans la logique, je ne devrais pas utiliser, par exemple, la même valeur. Ça ne sert à rien de faire, de calculer factoriel de 8 3 fois et de vérifier si c'est toujours égal à 8. Ce qui est sûr, ça sera toujours égal à la valeur 40 320. Donc, l'idée, en fait, quand vous utilisez repeated test, c'est en fait pour répéter plusieurs tests, mais en changeant, par exemple, les paramètres de votre fonction. Okay? Vous pouvez donc écrire repeated test et vous passez en paramètre ici repeated info, okay? Par exemple comme ça. Donc, repeated info, c'est en fait cet objet-là contient en quelque sorte des informations concernant l'itération actuelle. OK? Donc, si je fais repeat test, par exemple, comme ça, point,
il va me dire get current repetition, ça veut dire qu'il va me dire quelle est la répétition actuelle. Je peux avoir get total repetition, ça va me donner quel est le nombre total de répétitions que je souhaite faire. Donc, avec le get current repetition, je peux faire une condition, dire peut-être si je suis à la première itération, voici le test que je veux faire. Si je suis à la deuxième itération, voici le test que je veux faire. Si je suis à la troisième itération, voici le test que je peux faire. Donc, avec repeated info, vous avez en quelque sorte les différentes itérations, l'information concernant l'itération. Et à partir de cette information, vous pouvez prendre une action qui diffère d'une répétition à une autre. Okay. C'est en quelque sorte l'utilité de ce repeated info-là. Donc là, je peux dire, si repeated info, c'est peut-être 1. Okay. C'est repeated info, get current repetition, si c'est la première répétition. Alors, il faut asset ceci. Else, if repeated information, c'est peut-être une deuxième répétition. Point get current information, si c'est égal à... Si c'est la deuxième répétition, je peux décider de faire un assert equal. Le factoriel de 4, c'est combien là? Oh, ça fait 24. Donc, ici, vous pouvez vérifier si c'est 24. Et puis, la dernière itération, else, je peux faire un assert equal. Peut-être ici, le message d'erreur, disons peut-être, disons 5. Ça fait 120. Donc, ce que je disais, le message d'erreur, par exemple, factoriel d'un nombre, vous pouvez, ici j'ai dit on pouvait mettre la chaîne de caractères, mais si votre message d'erreur est construit à partir d'un processus, peut-être, c'est-à-dire si ça implique un traitement, alors il est conseillé plutôt de définir votre message d'erreur comme étant une fonction. Pourquoi comme une fonction? Parce que je crois que ça devait supporter les lambda. OK, on va essayer de voir ce qui ne va pas là. Donc, ce message n'est construit que lorsqu'il y a erreur. En quelque sorte, s'il n'y a pas erreur, vous n'allez pas construire le message d'erreur. Et du coup, ça économise en termes de traitement. Donc, si vous mettez une chaîne de caractères directement, alors cette chaîne de caractères va être créée et puis passer à la fonction assert equal. Mais par contre, si vous passez une fonction, ça, ce sont les expressions lambda. Okay? Si vous passez une fonction, alors ce qui va se passer, c'est que cette fonction ne sera appelée que lorsque la valeur assert a levé une erreur. Okay? Dans ce cas, on va appeler la fonction et à ce moment, on va donc exécuter le code qui permet de construire votre message d'erreur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça affiche ça ne devrait pas afficher cette erreur parce que c'est juste un message d'erreur. Le lambda, un instant, je dois vérifier ça.